Et oui, encore une fois, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet à la mode. Un sujet qui revient de plus en plus souvent dans les discussions au fur et à mesure que les médias publient les résultats de recherche. Oui, cette semaine, on aborde un sujet très important, la conduite de véhicules motorisés sous l'influence du cannabis. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une mise en garde doublée d'une expérience mentale importante pour la suite des choses. Je vais peut-être, dans les prochaines minutes, dire des choses qui vont irriter vos convictions personnelles. Alors, laissez-moi immédiatement contextualiser les informations que je vais partager avec vous. Et laissez-moi aussi vous donner un exemple. Si vous êtes un voyageur fréquent sur Top Pot, vous savez que je suis un cycliste. J'aime le vélo sous toutes ses formes. J'ai un tandem de montagne avec des freins à disque, par exemple. J'ai aussi un vieux tandem CCM de 1960, je crois. Donc, avec ma belle et ce tandem de montagne, on a roulé dans des forêts de muscadiers. Et oui, la muscade pousse dans un arbre. On a fait du dérapage contrôlé sous des cathédrales de bambou. J'ai roulé un peu partout en Europe avec des inconnus et des coureurs du Tour de France. Et c'est à Boucherville que j'ai été le plus souvent agressé par des automobilistes. Au fil des ans, j'ai développé une méthode pour interpeller les fous qui servent de leur véhicule de 2 tonnes pour faire peur aux cyclistes. Quand j'ai l'occasion de répondre à un automobiliste qui m'agresse avec son véhicule, je commence toujours par lui dire « bonjour » et lui demander s'il a des enfants. Je lui propose alors de me donner son adresse pour que je puisse aller faire un tour sur la rue où il vit pour traiter en tout respect sa femme, ses enfants ou sa grand-mère de la même façon. Pas plus, pas moins. Juste traiter les gens qu'il aime de la même façon qu'il vient de me traiter. Alors, pas toujours, mais parfois, je dirais pas souvent, mais parfois, je vois le doute sur le visage de la personne pendant une fraction de seconde. Dans mon exemple, je parle d'un homme comme agresseur, mais il ne s'agit pas d'un privilège qui nous appartient, les hommes. Les femmes peuvent avoir aussi des comportements similaires. En fait, j'ai une main qui est plus fragile que l'autre parce que j'ai frappé le capot d'une enseignante du cégep Édouard-Montpetit il y a, je sais pas, une vingtaine d'années. Et depuis, c'est réparé, mais c'est sensible toujours. Alors j'ai eu le malheur de faire mon stop et frustré d'être retardé d'au moins 3 secondes, la dame, professeure, avait fait mine de vouloir m'écraser en frappant ma roue arrière avec son pare-choc avant. Je m'en souviens encore comme c'était hier. Donc, pendant cet épisode, aujourd'hui, à chaque détour, avant de dire que je surestime certains dangers, j'aimerais vous demander de penser à la personne la plus importante dans votre vie. Votre partenaire, votre enfant, un parent, un animal à la limite. Peu importe. Donc, imaginez cet être cher, comme on dit dans les magazines bas de gamme. Imaginez que la personne que vous aimez le plus au monde est en train de traverser une intersection très achalandée. Vous voyez l'intersection dans votre esprit, c'est clair? Moi, je la vois, c'est au coin de Demortagne et Montarville, à Boucherville. OK. Vous voyez la personne la plus importante pour vous au milieu de cette intersection? Eh bien, maintenant, imaginez que la prochaine voiture qui arrive est conduite par une personne qui vient de consommer du cannabis. Pas moi, là, une autre personne. L'effet est toujours intense de ce buzz. Pas une affaire folle, là. Juste un excellent buzz. Un bon buzz, quoi. Un conducteur moyen, avec une intelligence moyenne, comme vous et moi. Si vous ne ressentez aucune tension, vous êtes chanceux ou psychopathe. Moi, quand je fais cet exercice mental, je suis tendu, parce que je sais comment je suis quand je consomme. Je suis bien, évidemment. Mais suis-je le meilleur conducteur que je peux être? Forcément, obligatoirement, ma réponse est non. Cela ne veut pas dire que je suis mal et que je ne suis pas capable de conduire.
Cela veut simplement dire que je ne pourrais pas, par exemple, réagir parfaitement avec le maximum d'efficacité si la personne que vous aimez le plus au monde s'enfarge dans ses lacets devant moi. C'est le principe des accidents. On ne peut les prévoir, mais on peut parfois les éviter. Voilà le principe qui guide ma consommation personnelle et la conduite d'un engin motorisé. J'imagine, je me dis, que tous les gens que je vais croiser sont toujours l'équivalent de la personne que j'aime le plus au monde. OK, un instant. Vous le savez, quand je suis au comptoir du Top Pot sans invité, je me commande un café. Ça tombe bien, MJ est là, puis elle a 2 secondes. Hé, MJ! Ouais. Mon habituel, s'il te plaît. OK. OK. Ce n'est pas d'hier que les spécialistes ont commencé à s'intéresser à la conduite automobile avec faculté affaiblie. C'était même le titre d'une conférence qui a eu lieu en 2016. Cette rencontre, organisée par l'Association des intervenants en dépendance du Québec, l'AIDQ, était la première rencontre du genre au Québec, 2016. Ce que je comprends, c'est qu'on assiste à une baisse des décès et des blessés auxquels auraient sûrement contribué les multiples campagnes de sensibilisation à une conduite prudente. On n'a qu'à penser à Nez Rouge. En 2009, la catégorie d'âge 20-24 ans était responsable de 13 % des accidents de la route. Même s'il y a de plus en plus de jeunes conducteurs, en 2019, les 20-24 ans ne causaient plus que 11 % des accidents routiers, bien qu'ils représentent 6 % des permis de conduire en circulation au Québec. En 2016, il y avait déjà des tonnes d'inquiétudes reliées à la conduite sous influence du cannabis et de l'alcool et de toute autre substance, en fait. Mais depuis, de 2016 à 2020, le nombre de décès a diminué de 15 % chez les 15 à 24 ans et de 8,5 % chez les 75 ans et plus. Par contre, les décès ont augmenté de 27,4 % chez les motocyclistes, les donneurs d'organes, et de 56,9 % chez les cyclistes. Il n'y en aura pas de facile. Alors, si tout va bien ou mieux, pourquoi aborder ce sujet? Dis-nous, Luc. Eh bien, parce que certaines études qui relativisent la consommation de pot et la conduite d'un véhicule motorisé sont brandies à droite et à gauche comme des étendards par certains partisans de la cause du cannabis. Je vois aussi, parallèlement, de plus en plus de gens se vanter de conduire sous l'influence tout en brandissant ces études qui seraient supposées leur donner raison. Or, on sait déjà très bien, et des tests ont été menés au Québec sur ce sujet, on sait donc très bien que le cannabis diminue le niveau d'attention en plus d'avoir un impact sur la perception et les fonctions psychomotrices. Je pense même que le CAA Québec fait régulièrement ce genre de tests sur simulateur à l'intérieur, en plus de vrais tests routiers. Alors, est-ce que tous les Canadiens ont un comportement similaire de conduite sous influence? Juste une seconde. Merci, MJ. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, est-ce que tous les Canadiennes et les Canadiens ont un comportement similaire de conduite sous influence? C'est une bonne question, hein? Dans une étude qui date de 2018, on a demandé à un échantillon de consommateurs de cannabis s'ils conduisaient un véhicule motorisé dans les 2 heures qui suivent leur consommation. Alors, selon vous, quelle est la province où les gens conduisent le plus dans les 2 heures qui suivent la consommation de cannabis? Alors, c'est au Nouveau-Brunswick où 52,4 % des gens interrogés disent conduire dans les 2 heures qui suivent la consommation de cannabis. Et maintenant, la province où on est le moins porté à conduire dans les 2 heures qui suivent la consommation de cannabis? Ping-pong. Eh bien, vous vous êtes trompé, sans doute. C'est au Québec, avec 32 % des gens qui disent conduire un véhicule dans les 2 heures qui suivent la consommation de cannabis. 52,4 % au Nouveau-Brunswick et 32 % au Québec. C'est fou, hein? Les Latins canadiens seraient les plus conservateurs par rapport à la conduite sous influence du cannabis. Comment expliquer cela? Je ne sais pas. C'est également au Québec que l'acceptabilité sociale pour le cannabis était la plus faible au moment de la légalisation en 2018.
Je ne sais pas si les choses ont évolué depuis, mais la popularité du parti au pouvoir au Québec me laisse croire que non. C'est le temps maintenant de regarder ce que la science peut nous raconter. Et dans le domaine qui nous intéresse, il y a une recherche phare. Une étude qui date de 2020 et qui a été réalisée en Australie grâce au projet ambitieux du Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics, dont le but est de faire progresser les traitements en base de cannabinoïdes dans la médecine conventionnelle. C'est intéressant, je vous en parle un peu, parce que derrière ce projet, il y a Barry et Joy Lambert qui ont fait un don de 33 millions de dollars pour la recherche sur le cannabis thérapeutique dans les domaines suivants: l'épilepsie, le cancer, la douleur chronique, l'obésité, les troubles neurologiques et la santé mentale. Alors, le but de cette recherche, c'était quoi? On prend 26 personnes en bonne santé qui vont subir des tests de conduite sur route. Et que veut-on mesurer? Simple. La recherche mesure l'écart-type de la position latérale. Dit plus simplement, les chercheurs vont mesurer les déviations de trajectoire sur la route et les surcorrections entre 40 et 100 minutes après la consommation de CBD, de THC ou d'une substance placebo. C'est un test reconnu et utilisé partout dans le monde. Dans le fond, il quantifie le zigzagage inutile et inapproprié. Alors les résultats, encore une fois, paraissent simples. Pas de différence dans la conduite entre le CBD et la substance placebo. Par contre, la conduite sous l'influence du THC démontre des écarts de trajectoire beaucoup plus marqués qui diminuaient de façon mesurable après 4 ou 5 heures. Rappelons-nous de cette étude avec 26 participants. Nous allons y revenir plus tard. Une étude plus récente intitulée Driving Performance in Cannabis Users, Perception of Safety, a été publiée en mars 2022. La grande question que pose cette recherche est: quels sont les facteurs liés à l'impact du cannabis fumé sur la conduite et la perception de l'aptitude à la conduite par les usagers? L'objectif de l'étude est clair: déterminer, dans un large échantillon de consommateurs réguliers de cannabis, l'ampleur et l'évolution dans le temps de l'altération de la conduite produite par du cannabis fumé avec plus ou moins de THC. On voulait également mesurer les effets de l'historique de consommation et la concordance entre l'altération perçue et la performance observée et mesurée. Sur une période de 2 ans, les chercheurs ont recruté 191 consommateurs de cannabis, dont 118 étaient des hommes. L'âge moyen était de 30 ans. Finalement, le groupe avait un nombre moyen de jours de consommation de 17 jours au cours du mois précédent. Alors, que nous apprend cette recherche? Et là, je vais y aller le plus texto possible. Quand on laisse des consommateurs expérimentés contrôler leur consommation, on ne peut pas déduire une altération de la conduite sur la base de la teneur en THC du joint, de la tolérance comportementale ou des concentrations sanguines de THC. Par contre, le désir des participants de conduire après seulement 1 heure 30 minutes peut indiquer un faux sentiment de sécurité au volant. La dégradation des performances de conduite est évidente pendant plusieurs heures après avoir fumé chez de nombreux consommateurs, mais semble aussi se résorber au bout de 4 heures et 30 minutes chez la plupart des individus. Entre nous, comme ça, on discute donc de conduite de véhicules sous influence. Mais quels sont donc les chiffres disponibles actuellement par rapport aux accidents de la route? Eh bien, dans une étude de 2016 qui couvrait une vingtaine de pays, la consommation sous l'influence de l'alcool était responsable de 19 % des accidents. On sait aussi qu'en 2018, juste aux États-Unis, presque un accident sur 3, soit plus de 12 000 accidents, était causé par une conduite sous l'influence de l'alcool. J'en entends dans le fond du café qui disent « Et les décès résultant de la conduite sous l'influence du cannabis, Luc? » Ben oui, on y arrive. On parle de 8 700 décès sur toutes les routes du monde entier en 2013. Ça remonte à plus loin, par contre. Donc, on a des choses qui ne sont pas vraiment comparables. Par contre, tous les chercheurs constatent que la consommation simultanée d'alcool et de cannabis est à la hausse. Alors, quelle est la substance responsable des accidents et décès dans ces cas-là, quand il y a double, triple ou quadruple type de consommation? Je n'ai pas trouvé de réponse à cette question. On sait cependant que les recherches démontrent clairement que le pourcentage d'accidents mortels impliquant à la fois le cannabis et l'alcool
a doublé, oui, entre 2000 et 2018. Mais là, on est devant quelque chose qui ressemble à une guerre. En général, on connaît le nombre de morts, mais combien de blessés? Aux États-Unis, on parle d'année après année d'une trentaine de mille décès, mais aussi de plus de 2 millions de blessés. On parle donc d'un ratio de 1 pour 60. Une mort, 60 blessés. Au Canada, en 2020, le nombre total de décès sur les routes était de 1745, soit une baisse de 1 % par rapport à 2019. Le nombre total de blessures pour la même année était de 101 572, soit un ratio de 1 mort pour 58 blessés. Ces ratios sont importants et peuvent, à l'occasion, nous sauver la vie. Je vous donne un exemple qui m'a été raconté par une femme qui a planté des arbres en Colombie-Britannique pendant une dizaine d'années. Elle me racontait un jour que lorsqu'elle voyait un ours, cela voulait dire que dans un périmètre rapproché, 7 ours la regardaient. C'est un peu comme dans une manifestation. Si tu croises un policier, c'est sûr qu'il n'est pas le seul à te regarder. Je ne connais pas le ratio, par contre. Plus sérieusement, au Québec, la situation a beaucoup changé depuis les années 70. En 1973, 2209 personnes meurent sur la route au Québec. Presque 50 ans plus tard, en 2021, il y a eu seulement 347 morts, mais avec 3 fois plus de véhicules immatriculés. Ça, c'est un vrai progrès. Si j'applique le ratio canadien de 1 pour 58, cela fait plus de 20 000 blessés. Et quel bonheur! On va pouvoir ensemble vérifier mon ratio, car je viens de trouver les chiffres officiels pour le Québec. En quelque sorte, notre bilan routier collectif. 1227 personnes ont été gravement blessées et 26 314 personnes ont été blessées légèrement, soit un total de 27 541 incidents répertoriés. Notre ratio mort-blessés semble beaucoup plus élevé qu'au Canada ou qu'aux États-Unis. Pour chaque mort sur la route, il y aurait donc au Québec 80 blessés. Ensemble, comme ça, spontanément, on pourrait formuler quelques hypothèses, mais c'est un peu trop loin de notre sujet du jour. D'ailleurs, j'en entends dans le fond du café qui disent « Hey Luc, moi je consomme un cultivar qui contient beaucoup de CBD et ça équilibre l'effet du THC, là. » Hey les gars, oui, parce que c'est un gars, ça. Ben, ça tombe mal, mon gars, car des chercheurs ont étudié cette prétention, ce que tu viens de me dire, là, dans le fond. Et voici les résultats de leur recherche intitulée « Cannabis and Impaired Driving ». Et encore une fois, j'y vais plus ou moins texto. Bien que les résultats de cette recherche ne permettent pas de conclure qu'il est possible de conduire en toute sécurité après avoir consommé du CBD, il est clair que le THC a altéré les performances de conduite et que les effets du THC ne se sont pas limités à une seule tâche de conduite. La consommation de THC et de THC-CBD a eu un effet négatif sur les performances lors de tests standardisés de vitesse de traitement, d'attention partagée, de fonction psychomotrice, de mémoire de travail, de prise de décision et de flexibilité cognitive. Les conducteurs qui ont consommé du THC étaient généralement conscients que leur conduite était altérée, bien que les participants aient déclaré que la consommation de THC-CBD était associée à moins d'anxiété, à une réduction de la force des effets de la drogue et à une plus grande confiance pour conduire que sous l'effet du THC seul. Ces résultats remettent en cause le mythe selon lequel le CBD améliore les effets psychoactifs, psychomoteurs du THC. Fin de la citation. Ne tirez pas, s'il vous plaît, sur l'ambulance. Je ne fais que partager ce que les chercheurs disent. Hein? D'ailleurs, dans un épisode précédent, je disais ceci. Est-ce que vous voyez poindre la complexité du sujet? Votre médecin peut vous prescrire du cannabis, mais vous ne pourrez plus conduire votre véhicule pour aller travailler ou pour reconduire votre enfant à la piscine, car le principe de zéro tolérance ou de tolérance zéro va vous trouver fautif 100% du temps, car si vous fumez un seul joint par semaine, vous allez tester positif à tous les jours. Par contre, vous pouvez tranquillement finir votre bière et aller reconduire votre enfant sans problème, parce qu'un policier a l'obligation de vous laisser repartir si votre taux d'alcoolémie est inférieur à 0,08 %.
Donc, la première conclusion de l'épisode est que le gouvernement du Québec ne considère pas l'alcool comme une drogue et désire la garder hors du concept de zéro tolérance. Fin de l'autocitation. Ce zéro tolérance est ridicule, mais on peut aussi se mettre à la place du législateur. On ne sait pas encore comment mesurer le handicap momentané que cause la consommation de cannabis, mais on sait tous très bien qu'au pic, au sommet, au maximum des effets d'une consommation de THC, nous ne sommes plus exactement la même personne avec les mêmes moyens. C'est exactement pour ça qu'on consomme, non? L'utilisation que nous faisons des recherches est parfois ridicule. Je vous donne un exemple probant et simple. La première étude dont je vous ai parlé aujourd'hui avec ses 26 participants a été publiée en 2020. Son titre est « Effect of Cannabidiol and Tetrahydrocannabinol on Driving Performance, a Randomized Clinical Trial ». Je l'ai dit, cette recherche prouve que les effets du THC se dissipent après 4 ou 5 heures. La même recherche tendait aussi à démontrer l'absence de dangerosité de la conduite sous l'effet du CBD. Fabuleux, non? Oui, sauf que les auteurs de la recherche ajoutaient un énorme bémol à leur étude, un bémol ignoré par la presse et tous les partisans du CBD. C'était quoi le bémol? Eh bien, le voici. Texto. Cependant, l'ampleur de l'effet pour le cannabis à dominante CBD n'a peut-être pas exclu une déficience clinique importante et les doses testées ne représentent peut-être pas l'usage courant. Fin de la citation. J'ai d'abord été surpris de voir des médias reprendre la nouvelle sans mentionner le bémol de fin. Et puis, je me suis dit que forcément, une majorette se contente de suivre la parade. Heureusement, d'autres chercheurs ont vu ce bémol. Et je suis heureux de partager aujourd'hui avec vous une recherche qui a été publiée il y a exactement une semaine. Effects of Cannabidiol on Simulated Driving and Cognitive Performance, a Dose Ranging Randomized Control Trial. Cette recherche répond précisément au bémol de la recherche précédente, celle avec les 26 participants. Comment? Voici ce que les auteurs de la recherche disent, et là aussi je vais y aller le plus texto possible. Les résultats de cette étude suggèrent que le traitement aigu par CBD par voie orale à des doses allant jusqu'à 1500 mg n'induit pas de sentiment d'intoxication et n'est pas susceptible d'altérer les fonctions cognitives ou les performances de conduite. Cependant, ça c'est le bémol, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer l'absence d'effet du CBD sur les tâches sensibles à la sécurité dans les heures suivant immédiatement le traitement ou lors d'une administration chronique. Fin de la citation. 1500 mg de CBD, c'est de la bonne dose, non? Mais la science est plus patiente que nous, car là aussi, les chercheurs notent un gros bémol qui sera forcément bientôt oublié. Dans le fond du café, j'en entends qui, depuis 2 minutes, n'arrêtent pas de dire « Et le THC, Luc, le THC! » OK, je vous ai entendu. Je réponds immédiatement en rappelant notre expérience mentale qui consiste à imaginer la personne la plus importante pour vous qui tente de croiser une intersection dangereuse. Pour moi, de Montarville et de Mortagne, à Boucherville. Alors, quelle est la recherche qui est la plus populaire chez les gens qui conduisent sous l'influence du THC? Celle que je vois le plus souvent brandie comme une excuse est celle-ci. Et j'en ai déjà parlé, mais pour d'autres raisons. Cette étude a créé des canavanes pour aller tester les gens chez eux dans leur habitat naturel, pour ainsi dire. La responsable de la recherche, Cinnamon Bidwell, voulait contourner la loi qui empêche les universitaires dans certains États américains d'utiliser du cannabis légal. Alors, cette recherche se décrit ainsi. 121 consommateurs réguliers de cannabis. La moitié consomme des concentrés dont la teneur en THC variait entre 70 et 90 %. L'autre moitié consommait des fleurs de cannabis avec des teneurs en THC entre 16 et 24 %. Le sang des participants a été testé, leur humeur mesurée, ainsi que leur niveau d'intoxication. On a évalué ensuite leur fonctionnement cognitif et leur équilibre. On parle ici de multiples tests sur la même personne, c'est-à-dire avant, juste après et 1 heure après la consommation de cannabis. Les résultats maintenant.
Les consommateurs de concentré de THC avaient des taux de THC dans le sang beaucoup plus élevés pour chacun des tests, presque 2 fois plus élevés. Dans leur auto-évaluation, tous les consommateurs se sentaient tous similaires. Retenez qu'il s'agit d'une auto-évaluation. On va y revenir car c'est très important. Les chercheurs, eux, ont été surpris de constater que les consommateurs de concentré à 90 de THC étaient moins perturbés qu'ils avaient anticipé. Cela vient bien sûr d'une comparaison avec l'alcool. La logique veut que la même quantité de vodka et de bière engendre des réactions différentes. Mais le système endocannabinoïde fonctionne différemment. Est-ce que cette recherche nous informe des dangers de la conduite sous l'effet de concentré? Pas directement, car ce n'était pas son but. Mais prétendre que consommer un concentré à 90 de THC, c'est juste comme fumer un joint pour certains, ça nous éloigne forcément de la science. Et là, je prends comme témoin votre télé-réalité favorite ou peut-être plus facile. Examinons le concept général des shows où des inconnus viennent chanter devant des juges qui proviennent de la colonie artistique. Dans ce genre de programme, il y a des gens qui ont du talent, des voix incroyables, un look d'enfer. Le gros kit complet, quoi. Mais il y a aussi souvent un concurrent qui est là pour rendre encore plus remarquable et meilleur, car ce concurrent est souvent très, très, très mauvais. Ces candidats vont passer à la télé, parfois devant des millions de personnes, et ils ne savent pas chanter. C'est un fait. Ils sont mauvais. Très, très, très mauvais parfois. Et c'est là qu'arrive la fameuse auto-évaluation et le syndrome de Dunning-Kruger. J'en ai déjà parlé ici, mais je vous redonne la définition de Wikipédia. L'effet Dunning-Kruger, ça s'écrit D-U-N-N-I-N-G, Kruger, K-R-U-G-E-R, aussi appelé effet de surconfiance, est un biais cognitif par lequel les moins qualifiés dans un domaine pourraient surestimer leurs compétences. Fin de la citation. Le mauvais chanteur dans une émission comme La Voix ne se pense pas meilleur que les meilleurs. Il croit juste qu'il est meilleur qu'il ne l'est réellement. Il n'est pas fou, juste mal informé sur son propre talent. Et un génie dans un domaine peut vivre l'effet Dunning-Kruger dans un autre domaine. Alors, dans la recherche avec les canavanes dont je viens de vous parler, je me méfie des auto-évaluations. Il est quelle heure, là? Oh, c'est l'heure. Juste une seconde. Hé, MJ, merci. Ouais, OK. D'accord, je me ramasse. Je disais que je me méfie des auto-évaluations. Pourquoi? Je vous redonne un exemple avec le vélo. Quand tu pars en vélo pour une sortie de 200 km avec quelqu'un qui ne roule pas souvent, tu es un peu responsable de son retour à la maison, hein? Et mon expérience personnelle est que l'auto-évaluation de la fatigue chez une personne qui manque d'expérience, elle est déficiente. Je veux dire qu'elle n'a pas les outils pour comprendre ce qui arrive à son corps. Le plus drôle, c'est que la même chose arrive à des gens qui ont beaucoup d'expérience, mais qui n'écoutent pas leur corps. Quand tu combines un ordinateur de vélo, des instruments de mesure pour les watts développés et la rédaction d'un cahier d'entraînement, ton auto-évaluation augmente en qualité. Et pourtant, même les pros du Tour de France se trompent à l'occasion. Quand tu ne manges pas assez, on parle là de 7000 calories pour une grosse étape, tu vas avoir une fringale. Et une fringale, c'est quand le sucre dans le sang est utilisé par le corps comme un super carburant. Et juste après, c'est la glycémie qui chute brutalement. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans les minutes qui précèdent la fringale, l'organisme est comme dans un état de grâce. Littéralement, on dit « tu ne touches plus aux pédales ». Puis, c'est le crash physique instantané. Même des pros du Tour de France font une mauvaise auto-évaluation de leur état. Alors imaginez un guerrier de fin de semaine qui se lance dans des grandes manœuvres. Moi, personnellement, ma dernière grosse fringale, je l'ai eue au Danemark, juste en face de la statue de la petite sirène au bord de l'eau à Copenhague. Je me souviens de m'être effoiré dans une station-service pendant 10 minutes à boire des boissons gazeuses puis manger des chips. Donc cette fringale va arriver un jour ou l'autre, c'est obligatoire. L'idée est de les éviter dans la mesure du possible. Il faut juste ne pas oublier de s'alimenter. Personnellement, je crois que c'est pareil pour la conduite automobile sous l'influence du cannabis, mais à l'inverse. Il faut juste savoir quand s'arrêter. D'ailleurs, je me souviens d'un collègue de travail
plus âgé, qui était ami avec un grand politicien québécois, un homme très connu, un homme qui aspirait à devenir un jour premier ministre. Eh bien, quand ils allaient en vacances ensemble avec leur famille, le politicien était obsédé par sa consommation d'alcool, car il redoutait plus que tout de se faire pincer en train de conduire sous l'influence de l'alcool. Ça peut être une fin de carrière. Ces précautions guidaient littéralement sa vie. Par contre, un ami policier m'a informé que les limousines auxquelles ont droit les ministres sont très pratiques, dans beaucoup de cas de figure. Parce qu'il paraît qu'un garde du corps, ça ramasse aussi du monde à quatre pattes. Bon, trêve de niaiserie. J'aimerais, avant de conclure, citer une recherche québécoise intitulée « Les caractéristiques socio-psychologiques et les croyances des conducteurs canadiens d'un véhicule moteur sous l'effet du cannabis ou de l'alcool ». Un drôle de titre. Qui sont les gens qui consomment du cannabis avant de conduire un véhicule moteur? Ils ont fait une sorte de portrait robot. Et là, je vais directement aux conclusions. Eh bien, qui sont ces conducteurs-conductrices? 1. Ils ont davantage d'amis qui conduisent sous l'effet du cannabis et qui approuvent ce comportement. Quand on applique ce raisonnement à l'obésité, certains chercheurs parlent d'obésité par contagion, comme si c'était contagieux, par l'effet d'un groupe. 2. Ces conducteurs qui conduisent sous l'effet du cannabis ont plusieurs autres comportements dangereux sur la route, genre rouler dans le pare-choc d'une voiture devant eux qui ne roule qu'à 119 km/h sur la voie de gauche sur l'autoroute. Cela dit, je connais du monde qui ont ce type de comportement au naturel. Donc on ne va pas accuser le cannabis de tous les maux. 3. Ils ont une perception négative de leur mobilité par transport en commun. 4. Ils croient moins pouvoir se faire détecter par les autorités. Ça me fait penser aux gens qui annoncent sur Facebook leur consommation illicite. 5. Ils ont une mauvaise connaissance des conséquences judiciaires de leur acte. 6. Ils perçoivent la conduite sous l'effet du cannabis comme une activité sans ou avec des risques faibles. 7. Ils sont impulsifs. Alors, si je résume ça en une phrase, le cannabis n'a pas ou peu d'impact sur ma capacité de conduire car je ne suis pas en capacité affaiblie et je dois absolument revenir chez moi. Bon, je ne suis pas en train de faire la morale à qui que ce soit. Je ne suis pas du tout parfait moi-même. Mais avec la légalisation canadienne actuelle et celle des États-Unis, qui ne devrait pas tarder, il est important de comprendre que la conduite avec faculté affaiblie est en train de muter. Le Canadian Centre on Substance Use and Addiction mène une veille sur le sujet et a publié plusieurs documents. Voici donc leurs conclusions sur ce phénomène. 1. Conduire après avoir consommé du cannabis est plus fréquent que conduire après avoir bu, en particulier chez les jeunes conducteurs. 2. Après l'alcool, le cannabis est la substance la plus fréquemment détectée chez les conducteurs qui meurent dans des accidents de la route. 3. La nouvelle législation a élargi les outils dont dispose la police pour détecter et arrêter les conducteurs dont les facultés sont affaiblies par le cannabis. OK. C'est l'occasion de partager une ovni, une opinion vulgaire non informée. Les autorités policières communiquent peu sur le sujet des tests et des méthodes utilisées pour détecter le cannabis lors d'une intervention routière, contribuant peut-être ainsi à diminuer la peur d'un test efficace, comme pour l'alcool. On sait que recevoir une contravention pour vitesse, par exemple, peut calmer les ardeurs des as du volant pendant plusieurs semaines. Après, on oublie et la prise de risque reprend. 3, on était rendu à 4. 4. Les hommes sont 2 fois plus susceptibles que les femmes de déclarer avoir conduit après avoir consommé du cannabis. J'avoue que je ne sais pas comment interpréter ce fait. Les hommes sont plus honnêtes ou plus vantards? Je ne sais pas. Alors, en conclusion de la conclusion de la conclusion, est-ce que la personne que vous aimez le plus au monde est encore en vie? Est-ce que nos simulations l'ont épargné? Bravo! Si jamais vous me croisez à pied ou en vélo et que vous conduisez un véhicule sous l'influence du cannabis, rappelez-vous que je vous aime beaucoup. Et voilà,
C'était le 108e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire, lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon change.